Fidèles téléspectateurs du magazine Culture et Développement, bonsoir. Dans ce numéro, il sera question du mouvement africain de l'évaluation par les pairs et du nouveau partenariat pour le développement africain. Des engagements qui revendiquent le développement du continent à travers les schémas qu'il se propose. Pourquoi le NEPAD et dans quel contexte est-il né? Quels sont les rapports entre le NEPAD et le MAEP? En quoi le NEPAD est-il différent des autres engagements de développement en Afrique? Faut-il croire ou non toujours au NEPAD face aux enjeux du continent à l'heure actuelle? Autant d'idées qui feront l'objet de notre entretien pour lequel nous avons invité M. Jean-Baptiste Natama, secrétaire permanent du mouvement africain de l'évaluation par les pairs au Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir, M. Congo. Très rapidement, les téléspectateurs apprécient bien quand nos invités leur parlent eux-mêmes de leur autoportrait. Quel est le cas chez vous? Donc, je voudrais tout d'abord remercier Impact Télévision pour l'opportunité qui nous est offerte de pouvoir nous exprimer sur ce que nous faisons et de dire aussi ce que nous espérons apporter de plus au développement de notre pays et au-delà, au développement de l'Afrique. Comme vous l'avez dit, je suis Jean-Baptiste Natama, secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Je suis, du point de vue de la formation, un officier de l'armée et du point de vue de la profession, j'évolue dans la diplomatie depuis un certain nombre d'années et par moment, je me permets aussi de faire des publications, soit dans le domaine de la poésie ou dans le domaine de la littérature en général. Et toujours dans le cadre de la présentation, un homme public, Jérôme Carlos, un Congolais, disait qu'il est historien de formation. Il est allé au journalisme par vocation et par tempérance pour aller s'installer dans la littérature par devoir. Si on vous demandait de vous présenter par rapport à votre cas, que diriez-vous? Disons que je suis militaire de formation et diplomate par profession et j'écris par vocation. Ok. Et quand remonte votre entrée dans la diplomatie? Mon entrée dans la diplomatie remonte aux années 1991, hein, où j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères jusqu'en 1995, d'où j'ai rejoint la mission de l'Organisation de l'Unité africaine au Burundi en 1995 et jusqu'en 1996. Et à partir de 1996, j'ai rejoint l'Organisation des Nations Unies, toujours au même Burundi, jusqu'en 1999. Et de 1999 à 2002, j'étais au Rwanda, toujours pour le compte de l'Organisation des Nations Unies, avant de revenir au Burkina comme conseiller diplomatique du ministre de la Coopération régionale au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération régionale. Puis en 2004, je suis reparti au Soudan comme représentant spécial de l'Union africaine pour le Darfour, avant de revenir en 2006 pour m'occuper du MAEP. Vous voyez que de l'armée, vous vous êtes retrouvé dans la diplomatie. Qu'est-ce que vous avez à dire à la fonction publique par rapport à l'encouragement, à la mobilité du personnel? Bien sûr que jusque-là c'est motivé, mais ce n'est pas encouragé. Je crois que d'abord c'est une question d'engagement personnel parce que je ne me suis pas retrouvé dans la diplomatie avec une formation purement et simplement militaire. Je suis juriste de formation aussi, je dispose également d'un diplôme en études stratégiques et diplomatiques, ce qui me permet vraiment d'exercer dans ce domaine-là sans difficulté majeure. Il reste entendu que l'armée et la diplomatie sont deux sœurs jumelles, parce qu'en règle générale, on dit que l'armée intervient là où la diplomatie a échoué, et la diplomatie intervient là où l'armée a échoué. Et donc, dans ces conditions, vous comprenez que, en fait, on peut passer d'un domaine à l'autre sans normalement trop de difficultés.
Merci, le secrétaire permanent. Le dernier sommet des chefs d'État à Malabo, vous y étiez certainement. Oui. Il a été question de la jeunesse et du mouvement d'évaluation par les pairs. Parlons de la jeunesse. Quelle est la perception de l'ensemble des chefs d'État présents à Malabo sur la jeunesse du continent? Disons que la réalité de l'Afrique, c'est que nous avons un continent qui est extrêmement jeune. C'est le continent le plus jeune en fait de l'ensemble des continents, avec une population pratiquement dont 60% à 70% est jeune. Et il se trouve également que sur ce continent, nous avons un concentré de problèmes liés à l'emploi des jeunes particulièrement. Et ce qui fait que la problématique de la jeunesse est un problème sérieux pour les États, dans la mesure où les dysfonctionnements qui existent en matière de formation et d'emploi posent problème quant à l'accès des jeunes à l'emploi rémunéré et décent, et d'où le risque que ces jeunes qui n'auront pas accès à l'emploi puissent constituer une menace pour la paix sociale et la stabilité des États. C'est pourquoi il est apparu important que si nous voulons diriger nos États avec une projection dans l'avenir, nous devons porter une attention particulière aux jeunes, parce que c'est la majorité de la population et elle ne peut pas être tenue en marge de la gestion des affaires publiques. Il faut avoir la jeunesse avec soi pour diriger le pays ou les pays. Il faut avoir la jeunesse avec soi pour relever les défis qui se posent, puisque c'est la majorité de la population. Donc les chefs d'État ont pris conscience du fait que le problème de la jeunesse, normalement, ne devrait pas constituer, la jeunesse de la population ne devrait pas constituer normalement un problème, parce que c'est une force productive, c'est une ressource humaine valable et importante, mais il se trouve que les dysfonctionnements dans la construction économique de nos États fait que cette jeunesse-là peut constituer un problème aujourd'hui pour les États. Et il faut anticiper pour ne pas être surpris. Et quelles sont les grandes conclusions d'abord, qui sont urgentes par rapport à la mise en œuvre? D'abord, il faut aménager des espaces de participation de la jeunesse au processus de gestion des affaires publiques. Ces espaces sont indispensables pour amener la jeunesse à prendre conscience de la place qu'elle doit occuper dans la société, mais aussi amener cette jeunesse à comprendre quel est son devoir dans cette société-là, quel est son rôle, quelle est sa contribution ou ce qui est attendu de cette jeunesse-là pour qu'elle se prépare elle-même à assurer ou à assumer ses responsabilités dans la vie sociale de nos États. Oui, quand vous entendez parler, tout est dans une vision futuriste. Pour le moment, quand vous entendez les discours des différents présidents, les jeunes représentent pour eux une solution pour leur règne ou bien un problème? Non, les jeunes pourraient être une solution pour leur règne s'ils associent les jeunes à la gestion du pouvoir. Il est hors de question de marginaliser la jeunesse et d'espérer que la jeunesse sera avec les dirigeants. Si les dirigeants décident de marginaliser les jeunes et de ne pas prendre en compte leurs préoccupations, bien évidemment, ils auront en face d'eux la jeunesse qui sera mobilisée pour se défendre. Une question personnelle et politique, M. Natama. Comment vous analysez la nomination de Luc Adolphe Tiao comme Premier ministre du Burkina? Je n'ai pas fini. Et comment vous évaluez les 100 jours de sa gestion au pouvoir à l'heure où nous sommes? Disons que j'ai suivi comme tous les Burkinabés la nomination de M. Luc Adolphe Tiao au poste de Premier ministre, et dans un contexte assez difficile où le pays était confronté à une crise sociale que certains n'ont pas vu venir, mais que les analystes quand même pouvaient pressentir. Toujours est-il que Luc Adolphe Tiao est arrivé et a mis en place une équipe qui, dans le contexte difficile dans lequel il est arrivé,
ne pouvait que s'attaquer à des questions d'urgence. Ce qui fait que les 100 premiers jours, je pourrais dire, sont les 100 premiers jours du pompier. Et le reste, il reste à venir pour que nous puissions peut-être mieux porter un jugement sur l'action du Premier ministre, Luc Adov-Tiao. Et concrètement, par rapport à votre département, bien sûr que vous êtes à cheval entre la présidence et les affaires étrangères. Je veux parler des affaires étrangères où vous êtes encore mieux ancré. Qu'est-ce que vous en dites? Mais la diplomatie burkinabé. Je trouve que le gouvernement essaie de son mieux d'aller dans le dialogue social, ce que nous avons toujours réclamé. Parce qu'il faut un dialogue social inclusif et ouvert qui fasse en sorte que les gouvernants et les gouvernés se parlent régulièrement et peut-être que dans ces conditions, on pourrait espérer avoir le retour de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Du reste, cette démarche qui est en train d'être suivie par le gouvernement, nous pensons que progressivement, il pourra démontrer sa crédibilité ou en tout cas la sincérité de sa démarche pour que les populations enfin commencent à croire réellement que le gouvernement a changé de méthode de travail. Toujours dans l'ambiance socio-politique de notre pays, les conseillers des CCRP, c'est-à-dire le Conseil consultatif sur les réformes politiques, viennent de rendre leur verdict. Nous voudrions savoir le niveau de participation. Quel a été le niveau de participation du MAEP, vous qui êtes en tout cas le point d'ancrage de la bonne gouvernance dans ce pays? Nous avons été heureux de constater qu'il y a une certaine unanimité autour du travail abattu par le MAEP dans ce pays, puisque les différents acteurs de développement de notre pays n'ont pas arrêté de citer la nécessité de la prise en compte de notre rapport dans le cadre des projets de réforme en cours. Cependant, nous-mêmes en tant qu'institution ou en tant qu'individu, nous n'avons pas été associés directement aux travaux du Conseil consultatif pour les réformes politiques. À dire que vous n'avez pas été invité? Nous n'avons pas été invités. Et quelle est votre appréhension là-dessus? Disons que nous n'avons pas de préoccupation particulière liée au fait que nous n'avons pas été invités. Le plus important pour nous était la représentation plurielle de notre peuple, de manière à ce que toutes les composantes de notre société soient réellement présentes au débat et prennent en charge la responsabilité des réformes qu'ils allaient proposer pour le pays. Quant à nous-mêmes, nous nous confinons dans notre travail de technicien, notre travail professionnel, pour dire que l'important était que ce soit les représentants réels des différentes composantes de notre peuple, à travers sa pluralité d'opinions, qui s'expriment dans le cadre de ces réformes-là. Oui, mais est-ce que c'est normal comme ça ou bien la logique aurait voulu autrement? Non. Si vous devriez être là en tant que spectateur pour mieux évaluer vos rapports. Oui, enfin, disons que... peut-être que c'est un oubli du... Ça peut être un oubli. Du comité d'organisation. C'est possible que ça ait été un oubli. Nous pensions que nous aurions pu être, ne fût-ce que membres ex-officio, c'est-à-dire des membres qui n'ont pas pouvoir de décision, mais des membres qui sont là pour éclairer par rapport à un certain nombre de conceptions. Mais si ceux qui l'ont conçu n'ont pas jugé utile de nous associer, nous pensons qu'ils n'avaient pas besoin de notre concours technique ou professionnel en la matière. Monsieur Natama, une des revendications, je dirais, ce qui est recommandé par le MAEP, c'est la participation populaire dans la gestion. Il se trouve que dans l'élaboration de ces idées issues des CCRP, il y a certains politiques qui se sont mis en marche. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Nous avons l'intime conviction qu'aucune réforme politique viable ne peut se mener dans ce pays sans la participation de l'ensemble des forces vives de notre pays. Et la participation de l'ensemble des forces vives de notre pays a pour objectif, de notre point de vue, de réaliser un consensus autour des projets de réforme.
loin de nous l'idée de penser que nous pouvons réunir une unanimité autour des réformes en vue, mais l'important c'est de réaliser le consensus, parce que c'est le consensus qui peut permettre de préserver la paix sociale, de préserver la stabilité dans ce pays. Et donc, si des groupes importants ont été marginalisés ou se sont marginalisés, il appartient à ceux qui ont la responsabilité de conduire ce pays, de s'inscrire dans une démarche pédagogique et de continuer à persévérer pour amener les uns et les autres à s'entendre autour des réformes. C'est ce qu'un bon père de famille ferait s'il avait des récalcitrants ou des opposants dans sa famille. Merci, monsieur le secrétaire permanent du MAEP. C'était la première partie de notre émission, Mieux vous découvrir, qui vous rapproche de nos téléspectateurs. Nous allons passer maintenant au débat lié au thème du jour, qui est titré « Développement africain, du NEPAD ou du MAEP ». En adhérant au MAEP en mars 2003, le Burkina a débuté le processus en 2005 en acceptant se faire évaluer en faveur de la bonne gouvernance tout en s'engageant à promouvoir les droits de l'homme, les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire dont on parlait tout à l'heure. Faites-nous un peu la jeunesse du MAEP dans les pays signataires de l'acte de l'Union africaine. Le processus du MAEP, comme vous l'avez dit, a été institué en mars, plus précisément le 9 mars 2003 à Abuja. Et dès cet instant, on avait invité les États africains à adhérer volontairement aux 10 mécanismes. C'est ainsi que les premiers pays, dont le Burkina, ont accepté d'y adhérer, avec à l'esprit que le principe fondamental, c'est l'adhésion volontaire. Volontaire, pourquoi? À cause du caractère sensible de la question de la gouvernance dans les États. Il était important que les États qui y adhèrent en connaissance de cause, en sachant qu'il y a des règles de jeu qui ont été définies, qu'ils ne sauraient remettre en cause une fois qu'ils adhèrent. C'est ainsi que aujourd'hui, nous avons une trentaine de pays qui ont adhéré volontairement. On adhère au mécanisme en signant un mémorandum d'entente et ensuite on signe un protocole d'accord qui autorise la présence sur le territoire national d'experts pour procéder à l'évaluation exhaustive du système de gouvernance du pays. Et cet acte en question est venu d'une manière allègre des chefs d'État, des dirigeants africains, ou bien c'est suite à une pression de la société civile, je pense par exemple à l'OCI ou bien à la FREMAP? Non, disons qu'il n'y a pas eu de pression quelconque. Il faut se dire que le processus du MAEP a découlé d'une prise de conscience. La prise de conscience était que les Africains se sont rendus compte qu'il leur allait être difficile d'atteindre les objectifs du millénaire sans la prise en compte d'un certain nombre d'éléments spécifiques à l'Afrique. Et c'est la volonté de prendre en compte ces éléments spécifiques à l'Afrique qui a amené les dirigeants à prendre sur eux la responsabilité de se poser la question de savoir pourquoi, en fait, en dépit de ce qui a existé comme programme et projet pour le développement de l'Afrique, notre continent reste toujours à la traîne. Et c'est dans cette réflexion qu'il est apparu la question de la gouvernance. Parce que, de façon générique, si on veut définir la gouvernance, c'est la manière dont les États gèrent les ressources économiques et sociales, leurs ressources économiques et sociales. Il se trouve que l'Afrique a suffisamment de ressources économiques et sociales. Mais le problème de l'Afrique se trouve au niveau de la gestion de ces ressources économiques et sociales. C'est ça qui a amené les chefs d'État à adopter le 9 juillet 2002 la déclaration de Durban sur la gouvernance politique, démocratique, économique et des entreprises. Mais on peut adopter une déclaration et la laisser dans les tiroirs, ne pas donner de suite à cette déclaration. Et c'est le désir de pouvoir donner une suite à la déclaration et de lui permettre d'avoir des effets palpables dans la gouvernance de nos États que l'idée de mettre en place le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a vu le jour. Ce n'est pas sous pression de quelque organisation que ce soit, mais c'est bel et bien une prise de conscience des dirigeants africains sur
l'importance de la gouvernance qui doit être placée au cœur de toute politique de développement. Oui, donc ainsi, le MAEP est né. Et il y a combien de pays signataires au début? Au début, il y a 11 pays qui ont adhéré spontanément. Et puis ensuite, nous sommes passés à 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30 et 31e avec la Guinée équatoriale qui a manifesté le désir d'adhérer au mécanisme. C'est le tout dernier pays. Oui. Et le quorum est atteint. Pas en termes de quorum, parce que même si c'était avec 2 États, le MAEP allait fonctionner, puisqu'on est parti du principe que c'est l'adhésion volontaire et on évalue un pays. Mais disons qu'avec 31 États aujourd'hui, cela constitue une bonne majorité sur les 54 États africains maintenant, puisqu'on a le Soudan du Sud qui est devenu le 54e État. Et donc, nous pensons que ces pays qui regroupent les plus grands en termes de démographie, etc., ça fait que 31 pays, ça représente près de 80% de la population africaine. Et notre pays est signataire de ce principe du MAEP. Oui. Il était quatrième quand il signait. Et en quoi ça consiste? Notre pays a signé dès la création, donc nous étions les tout premiers à adhérer. Voilà. Et nous avons commencé à opérationnaliser le processus en 2006 avec ma nomination à ce poste. Comme je l'ai dit, vous adhérez et vous prenez un engagement de placer la question de la gouvernance au centre de vos politiques de développement. Cet engagement que vous prenez vous amène à prendre conscience du fait qu'il y a un certain nombre de pratiques et de normes sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des entreprises et du développement socio-économique que vous devez respecter pour pouvoir mettre votre gouvernance à un niveau de qualité qui permet d'améliorer les performances globales du pays. Donc, à la recherche d'un label? Non, pas à la recherche d'un label, mais à la recherche d'un moyen pour rendre l'action publique beaucoup plus performante. Parce que cette question de gouvernance, comme je le disais, est fondamentale parce que c'est le système de gouvernance qui peut favoriser la participation, c'est le système de gouvernance qui peut favoriser la transparence, c'est le système de gouvernance qui peut favoriser la reddition de comptes, c'est le système de gouvernance qui peut favoriser le droit pour un citoyen de demander des comptes à celui qui dirige, c'est le système de gouvernance qui peut favoriser la responsabilité, c'est le système de gouvernance qui peut favoriser l'imputabilité. Donc ça fait autant de valeurs qu'on a besoin d'intégrer dans notre façon de gérer plutôt que de continuer dans des systèmes qui ne favorisent pas la transparence, qui ne favorisent pas la réduction des comptes, qui ne favorisent pas la responsabilité, ce qui fait que nos pays peuvent être gérés de façon mauvaise et on n'a pas de possibilité pour se dire, voilà. Donc c'est ça en fait l'objectif. Est-ce que ça veut dire que quand on signe l'acte du MAEP, on n'a pas quelque chose à se reprocher, on n'a pas quelque chose à cacher? On accepte d'ouvrir la case noire pour qu'on puisse voir les objets noirs qui s'y trouvent, comme disait Mongo Betty? Non, je dirais que, en toute honnêteté, il n'y a pas un seul pays dans ce monde qui n'a pas de tâches, qui pourrait être considéré comme un paradis de la bonne gouvernance. Oui. Tous les pays ont des limites en matière de gouvernance. La preuve, c'est que la crise économique et financière qui frappe durement le monde depuis quelques années, c'est une crise de gouvernance. C'est la faillite de la gouvernance dans ces pays-là qui a entraîné cette crise. Donc, pour nous, l'adhésion au mécanisme africain d'évaluation par les pairs relève d'une prise de conscience et d'une marque d'humilité. Prendre conscience de l'importance de la bonne gouvernance et admettre humblement que toute action que nous menons peut être entachée de faiblesses, peut être entachée de lacunes, peut être entachée d'irrégularités, mais qu'il faut travailler à ce que tous les regards nous permettent, que ces regards intérieurs ou extérieurs, nous permettent de voir nous-mêmes les fautes qui sont les nôtres afin que nous puissions les corriger. Avant l'arrivée du MAEP en 2003, permettez-moi, je vais m'exprimer ainsi,
Le Burkina avait depuis octobre 1998 édité un plan national de bonne gouvernance. Est-ce qu'il y a une relation de causalité entre le MAEP et ce dit plan, ou bien cela constitue deux domaines différents? Donc, disons que le programme national de bonne gouvernance qui avait été élaboré l'avait été dans le cadre de l'élaboration du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, notamment en son axe 4 qui portait sur la question de la gouvernance. Mais il était logé dans les missions de la fonction publique. Et je vous explique donc que dans ce contexte-là, le gouvernement du Burkina Faso a érigé le ministère de la fonction publique en un ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. Et cette réforme de l'État qui devait induire un certain nombre de changements et de transformations au niveau de la gouvernance a été l'élément déclencheur qui a amené l'adoption de cette politique de bonne gouvernance. Mais disons que quand vous regardez la politique nationale de bonne gouvernance, elle a des axes stratégiques qui ne sont pas forcément les axes du MAEP. Elle a des axes sur la gouvernance administrative, sur la gouvernance locale, et ces axes-là ne sont pas forcément les axes stratégiques du MAEP. Le MAEP a 4 axes stratégiques qui, au-delà, englobent les axes qui ont été définis dans le cadre de la politique nationale de bonne gouvernance. Ces 4 axes sont la gouvernance politique et démocratique, dans laquelle on trouve la gouvernance locale et la gouvernance administrative. Il y a la gouvernance économique et de gestion financière, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique. Vous voyez que la vision du MAEP est beaucoup plus holistique et beaucoup plus systémique que la vision du programme national de bonne gouvernance qui, à l'époque, avait été conçu et logé au ministère de la fonction publique. Oui, et à l'heure actuelle, y a-t-il une interdépendance entre les deux entités ou bien chacun y voit de son... Non, disons que dans la mesure où notre action est beaucoup plus globalisante et englobante par rapport à ce que cette structure fait, nous l'associons dans la mesure du fait que ce que nous faisons peut l'aider à permettre au ministère de la fonction publique de réussir les transformations qui sont les siennes. Et à côté de cela, nous continuons à mener nos activités de façon transversale en impliquant le secteur public, le secteur privé et la société civile. Il existe le plus souvent des institutions fortes, mais la qualité des hommes qui pilotent ces institutions est sujette aux critiques. Monsieur le secrétaire permanent, quel est le niveau d'intégrité scientifique dont dispose le MAEP pour piloter ce qui est demandé? Je dois dire que votre observation est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'une institution reflète l'image des acteurs qui animent cette institution. Et c'est pourquoi nous avons pour principe au niveau du MAEP de faire en sorte que ceux qui ont en charge le processus, la conduite du processus du MAEP, soient des personnes qui soient capables de refléter les aspects les plus positifs qu'on puisse attendre d'un responsable à ce niveau-là. Et donc, nous pensons, en ce qui concerne par exemple le Burkina Faso, comme il y a une unanimité autour du produit de notre travail, que certainement c'est parce que nous ne sommes pas tombés dans la compromission que d'une manière ou d'une autre, chacun se retrouve dans cela. Un conseil national où il y a 28 membres, c'est ça? Dont 10 qui sont issus des institutions publiques et les 18 autres proviennent des autres sensibilités. Quels auraient été les critères de choix de ces 28 membres? Disons que pour toutes les institutions qui ont été représentées au Conseil national, nous avons adressé des correspondances aux différentes structures pour leur demander de désigner librement leurs représentants. Là où nous avons donné des indications, c'était de tenir compte du caractère spécifique du MAEP et du profil que le travail devait exiger de toute personne qui pourrait être désignée pour participer au processus,
Ça, c'était la première exigence. Vous tenir compte au background. Oui, tenir compte du profil pour ne pas envoyer des représentants qui feraient de la figuration. Ensuite, tenir compte aussi du genre. Lorsque une structure devait être représentée par deux, qu'elle prenne en compte la nécessité d'assurer la parité au niveau du genre. Et ce sont ces indications que nous avons données aux différentes structures concernées pour leur demander de désigner librement leurs représentants au Conseil national. Et c'est ce qui a été suivi. Nous avons reçu les noms de ces structures-là et de ces représentants-là de la part des structures par courrier dont nous disposons, que nous avons à notre niveau, pour justifier clairement qu'il n'y a eu aucune influence dans le choix des membres du Conseil national de la part ni du secrétariat ni de qui que ce soit. Une question qui reviendrait toujours: de quelle marge d'indépendance politique disposent les organes chargés de diriger le MAEP? À commencer par vous, par exemple. Mais je crois que je suis un homme qui exprime librement ses opinions. Je l'exprime, en tout cas en ce qui concerne le MAEP, sans état d'âme. Et le fait de pouvoir m'exprimer sans état d'âme sur la situation de la gouvernance dans notre pays se place en rupture avec l'hypocrisie que nous avons tendance à constater quand il s'agit de se prononcer sur le fonctionnement des institutions de la République. On aurait attendu de quelqu'un qui est nommé au niveau de l'exécutif pour prendre en charge ce genre de choses-là, d'être avare en critique sur ce qui ne va pas. Le premier responsable est nommé par... Oui, par le chef de l'État. Le chef de l'État. Et d'être avare en critique sur ce qui ne va pas. Son service est rattaché à la présidence. Oui, et nous faisons office de conseiller sur ces questions-là. Et donc, de notre point de vue, nous aurions pu nous baser sur cela pour fuir nos responsabilités. Mais nous avons estimé que le chef de l'État, en décidant d'engager le Burkina Faso dans le MAEP, c'est ce que c'est que le MAEP et c'est ce qu'il attend du MAEP. Et le MAEP n'a pas vocation à mentir, mais plutôt à vocation à dire l'état réel de la gouvernance dans le pays pour que le pays puisse corriger les insuffisances qui sont identifiées et améliorer le système de gouvernance. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans une logique d'hypocrisie qui fait que nous ne puissions pas dire exactement ce que nous pensions, autrement dit, nous aurions failli à notre mission. Mais une fois de plus, ça dépend des individus. Ok. Vous, il ne vous arrive pas de vous sentir moins libre au milieu des envoyés politiques? Non, je mesure l'importance, la tâche que j'accomplis pour ce pays. Je ne suis pas au service d'un individu ou d'un régime, je suis au service du Burkina et ce service-là, je l'accomplis comme un sacerdoce et je l'assume pleinement avec tout ce que ça peut comporter comme élément d'appréciation de qui que ce soit. Merci. Il laisse entendu que des institutions privées ou publiques vous accompagnent dans votre tâche et ces institutions, vous les appelez des institutions techniques de recherche, soit pour la collecte d'informations, soit pour la mobilisation. Quels sont les critères de désignation de ces institutions techniques de recherche? Disons qu'un des principes du MAEP... Lesquels d'abord pour le Burkina? C'est qu'il y a la phase de l'auto-évaluation qui est un travail d'évaluation interne au pays. Mais l'auto-évaluation qui se fait sous la base qui se fait du moins sous la forme d'enquêtes quantitatives et qualitatives peut tout simplement refléter l'opinion ou la perception des citoyens sur le système de gouvernance, ce qui peut ne pas être forcément pertinent. Et donc, pour donner un caractère pertinent à la démarche, il a été recommandé que le processus d'auto-évaluation soit conduit par des institutions techniques de recherche, de manière à ce que la perception qui est donnée par les citoyens sur le système de gouvernance puisse faire l'objet d'une analyse scientifique qui permettrait de donner à l'auto-évaluation un caractère scientifique et beaucoup plus pertinent. C'est dans ce sens qu'au niveau du Burkina Faso, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'institutions de recherche en la matière. Et il était question que chaque institution ait en charge un des domaines spécifiques du MAEP
les 4 domaines dont je vous ai parlé. Et donc, au niveau du Burkina, nous avons choisi le CGD, qui a également fait ses preuves dans le domaine de la gouvernance démocratique pour s'occuper du volet gouvernance démocratique et politique. Nous avons choisi le CAPES, qui est le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, pour s'occuper du volet gouvernance économique et de gestion financière. Nous avons choisi l'INSD pour une matière tout à fait nouvelle, parce qu'au Burkina, on n'a même pas une institution qui s'occupe spécifiquement de gouvernance des entreprises, parce que la matière est nouvelle. Mais l'INSD, avec sa capacité, a été retenu pour justement s'occuper de ce volet gouvernance des entreprises. Et l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population, a été désigné pour s'occuper du volet développement socio-économique. Avec à l'esprit que toutes ces institutions jouent leur crédibilité, parce que ce sont des institutions à caractère scientifique, dont les recherches font l'objet de publications, dont les chercheurs ont une crédibilité à préserver. Et du reste, nous pensons que cela est démontré même par la réputation que ces institutions ont au niveau africain et au niveau international. Parce que si on prend le cas de l'ISSP, ils viennent d'être retenus sur sélection internationale pour faire une étude sur une période d'1 an, je crois, en RDC, sur la situation de la gouvernance au niveau de l'éducation des enfants et des problèmes de santé des enfants, etc. Ceci pour dire que ce sont des institutions crédibles qui sont reconnues au niveau national, mais au-delà, qui sont reconnues sur le plan international. Avec le premier rapport qui vient d'être rendu public en octobre 2008, quelle appréciation faites-vous du travail de ces 4 institutions retenues? Les 4 institutions, à leur corps défendant, parce que le mécanisme, c'était, comme je l'ai dit, la première expérience pour ces institutions, avec la limitation des moyens, ont pu produire un rapport d'auto-évaluation avec notre encadrement, ce qui a permis de créer, en tout cas, les conditions de l'élaboration d'un rapport qui, en tout cas, faisait honneur au Burkina et qui a été transmis au panel pour la suite du processus. Et donc, je dirais que ces institutions ont abattu un travail qui, au départ, n'était pas forcément évident, hein, parce que l'exemple du MAEP est un exemple unique dans le monde. Il n'y a pas d'autres régions qui ont pratiqué ce type de mécanisme et donc nous devrions partir de nous-mêmes. Et c'est ce qui a fait que, d'ailleurs, entre la création du mécanisme et les premières évaluations, il y a eu un bon temps qui a coulé parce qu'il fallait réellement prendre le temps de mieux comprendre le mécanisme. Monsieur le secrétaire permanent, le premier rapport du Burkina Faso, je le répète, a été rendu public en octobre 2008 à Cotonou. Comment se déroule concrètement un tel scénario? Quand on dit qu'on a tout réuni, on a vu des experts qui ont parcouru les 13 régions, qui ont écouté la société civile, les chefs coutumiers, toutes les forces vives du pays. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait au scénario? Non, disons que le rapport est le fruit de la combinaison du rapport d'auto-évaluation et du travail de recherche mené par les experts africains qui ont séjourné dans le pays et qui ont eu l'occasion de discuter avec des personnes individuelles ou avec des institutions ou avec des groupes d'individus pour recueillir leur point de vue sur un certain nombre de questions restées sans réponse dans le rapport d'évaluation en comparaison à ce qu'on peut appeler le profil du pays. Une fois qu'ils produisent un tel rapport, le pays ne peut plus le modifier, le pays l'accepte comme tel et fait part de ses observations éventuelles sous forme de commentaires qu'on annexe au rapport. C'est ce rapport annexé du programme d'action nationale et des commentaires du gouvernement qui est présenté devant les chefs d'État, qui auparavant l'ont reçu, l'ont parcouru et se sont fait une idée du système de gouvernance et s'engagent à endosser les observations qui ont été faites vis-à-vis de leur père et à lui poser des questions d'éclaircissement. C'est ainsi que le rapport
tel que présenté par le membre du panel qui a conduit la mission d'évaluation au Burkina Faso, le chef de l'État a eu à son tour à donner son appréciation du rapport et les autres chefs d'État ont eu à intervenir pour exprimer leur opinion sur le contenu du rapport en lui posant des questions, en lui formulant des recommandations et en l'encourageant à aller dans le sens de la mise en œuvre des recommandations. C'est comme ça que ça se passe. Oui, je reviens toujours sur les questions de critique. Quelle est la garantie en matière d'objectivité pour qu'un tel rapport soit perçu comme tel? Je pense que c'est la qualité des hommes, hein. Vous-même vous l'avez dit. Oui, quand les experts sont arrivés pour entrer à Ouayouguia, par exemple, on les accueille à partir de Boursi avec des motards. Est-ce que ça ne va pas dénaturer un peu les conclusions de ce rapport? Non, je ne pense pas, puisque le rapport, vous l'avez vu, d'aucuns se demandent comment un tel rapport a pu être écrit. C'est un rapport assez critique sur le système de gouvernance, ce n'est pas un rapport complaisant. Parce que, comme je l'ai dit, le fait d'avoir des motards, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est pour faciliter la circulation. Vous voyez, quand vous vous déplacez en convoi, hein, ce n'est pas à l'entrée de Goursi on part avec les motards depuis Ouagadougou. C'est pour faciliter la circulation et éviter des accidents parce qu'on va en convoi avec l'ensemble des experts. Et donc, aujourd'hui, c'est la qualité du rapport qui en est sorti. Et je crois que le rapport qui est sorti, celui du Burkina, est un rapport qui est au-dessus de toute critique, puisqu'il y a une unanimité, une acceptation de l'ensemble des acteurs du développement sur le contenu de ce rapport-là. Et si le rapport avait été complaisant et biaisé, je pense que l'opinion publique aurait tout de suite compris que le rapport du MAEP, c'est du pipeau. Ok, d'une manière ramassée pour nos téléspectateurs, que retenir du contenu de ce rapport en termes de critique en force et en faiblesse? Disons que le rapport salue l'effort du Burkina pour la création, d'un état de droit. Nous faisons des efforts, mais qu'il y a quand même des efforts à faire encore pour consolider l'état de droit, notamment en matière de séparation des pouvoirs. La séparation, elle est garantie par la Constitution, mais dans la pratique, ce n'est pas très évident. La séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il y a également le fait que le rapport, tout en reconnaissant l'existence d'efforts de dialogue, a noté quand même qu'il y a un déficit de dialogue social qu'il faut nécessairement combler pour préserver la paix sociale. Si on ne crée pas les conditions d'un véritable dialogue social entre les gouvernants et les gouvernés, de façon verticale, mais aussi de façon horizontale, il y a des risques d'aller vers des situations conflictuelles dans la société. Il y a également le fait que le rapport identifie la corruption comme un phénomène tentaculaire qui a des effets négatifs sur le développement de notre pays, mais aussi sur la cohésion sociale. Oui. Il y a également le fait que le rapport pointe du doigt le fait que notre administration doit être de moins en moins politisée pour lui permettre d'être une administration au service du public et non au service d'un groupe donné. Il y a également le fait que le rapport estime qu'il y a un déficit social. L'accès des populations aux services sociaux de base est très faible. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, l'accès au logement décent, l'accès à l'éducation, à la santé, c'est très faible. Et il faut corriger cela pour améliorer l'indice de développement humain de notre pays, tout en insistant sur le fait qu'il y a également en fait un paradoxe quand on tient compte du fait que le pays a enregistré un taux de croissance économique positif ces dernières années et que, à l'opposé, l'indice de pauvreté, de prévalence de la pauvreté peine à reculer, et c'est qu'il y a un problème au niveau de la répartition du fruit de la croissance. D'une manière générale, le rapport l'a identifié aussi. D'une manière générale, c'est un problème de bonne gouvernance. Oui, c'est ça l'objectif du rapport. Le rapport du MAEP pose les problèmes pour dire voilà les faiblesses de votre système de gouvernance, comment vous pouvez les corriger pour vous ériger donc au niveau, pour ériger votre système de gouvernance à un niveau de vertu
acceptable qu'on pourrait qualifier de bonne gouvernance. Merci, monsieur le secrétaire permanent. Après cette partie consacrée au MAEP, nous voilà maintenant au niveau du NEPAD, dont serait issu ce dernier. Pourquoi le NEPAD? Et 12 années après sa consécration comme instrument de développement en Afrique, quelle forme institutionnelle le MAEP présente pour piloter ses activités? Disons que le NEPAD... Qu'est-ce que c'est d'abord? Oui, le NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. En fait, c'est l'acronyme anglais du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, New Partnership for Africa's Development. Et ce NEPAD a été conçu de plusieurs sources, mais l'objectif fondamental était de permettre à l'Afrique de prendre en compte un certain nombre de priorités dans ses options de développement pour permettre à l'Afrique d'avoir la chance de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été fixés à la conférence du millénaire pour le développement. Ben, il s'est avéré que le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'absence de programme, ce n'est pas l'absence de projet, parce que l'Afrique, avant le NEPAD, a connu des programmes. L'Afrique a eu des projets. Les ACP du 64... Il y a eu tout cela, et il y a même les slogans politiques du genre, tout le monde rêvait, éducation pour tous en l'an 2000, santé pour tous en l'an 2000, l'eau potable pour tous en l'an 2000. Et l'an 2000 est arrivé, rien de tout cela n'a été réalisé. C'est pour dire que l'Afrique n'a pas manqué de projets, n'a pas manqué de programmes. Mais pourquoi est-ce que les projets et les programmes n'ont pas abouti? En essayant de répondre à cette question, on s'est rendu compte que le problème était un problème de gouvernance. L'Afrique est le continent qui se trouve être le plus riche potentiellement, parce que 30% des ressources minéralières du monde sont en Afrique. Mais il se trouve paradoxalement être le continent le plus pauvre matériellement et financièrement. Et donc, l'analyse qui a fait qu'on a compris que c'est le problème de gouvernance qui fait défaut, a amené les États à se dire, tiens, en fait, même si nous mettons en place le NEPAD, et nous avons l'ambition de faire bouger le NEPAD, qui va amener le continent vers le développement, si nous ne résolvons pas la question de la gouvernance, nous allons faire de surplace. Et c'est en voulant résoudre cette question de la gouvernance, comme j'ai l'habitude de dire, qu'on s'est dit, mais en fait, le NEPAD, en voulant passer par le NEPAD, c'était en fait placer la charrue avant les bœufs. Et la raison a fait qu'on est revenu dans le sens normal, qui est de promouvoir la bonne gouvernance, à partir de laquelle on pourrait maintenant être sûr que les projets et programmes de développement vont être Effectivement, réalisés. il y a un déphasage entre les deux institutions. Oui. Le NEPAD étant né 4 années plus tard que le MAEP. Effectivement, c'est plus tôt que le MAEP. C'est vouloir mettre les charrues avant les bœufs. Et 12 années après, quel est l'organigramme qui permette au NEPAD de fonctionner aujourd'hui? Disons qu'au départ, le NEPAD avait été conçu en dehors des structures de l'Union africaine pour qu'elle ne tombe pas dans la bureaucratie que l'on connaît à cette organisation. Mais à l'évidence, on n'a pas pu donner un caractère juridique au NEPAD pour lui permettre d'avoir la personnalité juridique et d'évoluer seul en tant qu'institution, parce que son appréciation était assez difficile, ou l'appréciation de son action était assez difficile pour pouvoir lui donner ce caractère-là. Et donc, dans la réflexion, on a fini par transformer le NEPAD en une agence d'exécution des grands projets et programmes de l'Afrique au niveau régional et sous-régional, et en rattachant cette agence d'exécution à l'Union africaine, en la rattachant administrativement pour lui permettre d'avoir le caractère juridique, ou de profiter du caractère juridique et légal de l'Union africaine pour pouvoir avoir des accords de siège et déployer son administration ça et là sur le continent. C'est ainsi que, à la suite de ce rattachement administratif
en tant qu'agence d'exécution, le secrétariat exécutif a pu bénéficier d'un accord de siège en Afrique du Sud. Et au-delà, il y a un des démembrements du NEPAD au Burkina ici, qui est le secrétariat du NEPAD chargé de la biodiversité. Une autre question, en quoi le NEPAD est différent des autres programmes de développement qui ont existé en Afrique? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Non, l'élément fondamental dans le NEPAD, c'est la prise en compte du partenariat. Parce que la relation entre l'Afrique et ses partenaires était une relation d'assistanat. Et le NEPAD a voulu revenir à une démarche beaucoup plus responsable qui donne de la responsabilité aux Africains eux-mêmes à travers l'esprit du partenariat qui en lui-même constitue une philosophie qui, en tant que philosophie et changement d'approche dans la philosophie même de l'Afrique en matière de développement, doit amener les Africains eux-mêmes à construire le partenariat entre Africains et ensuite le partenariat entre Africains et le reste du monde. Ce partenariat, d'abord, on le construit à l'intérieur d'un État pris individuellement. La construction des États ne peut plus être du seul fait de l'État ou de ce qu'on appelle le secteur public. Ça doit être le fait d'un partenariat interne entre l'État et le privé, entre le public et la société civile, entre la société civile et le privé, selon le principe de la subsidiarité. Et donc, c'est cette approche de partenariat qui est un changement de paradigme sur la perception ou l'approche du développement qui est fondamentale et qui fait la différence entre le NEPAD et les autres programmes. Oui, monsieur le secrétaire permanent, à l'intérieur jusqu'au niveau africain, oui, mais de l'Afrique vers les autres partenariats extérieurs, est-ce qu'il n'y a pas un problème de goulot parce qu'on a les idées mais on n'a pas les moyens? Oui, c'est-à-dire que l'Afrique doit se mettre dans une logique... On se propose les choix, mais en dehors des moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-vous que l'Afrique doit se mettre dans une logique aujourd'hui où elle ne doit pas chercher coûte que coûte à courir derrière l'aide publique au développement, mais elle doit créer les conditions pour favoriser l'investissement sur son sol. C'est parce que on a passé le temps à courir derrière l'aide publique au développement que nous n'avons jamais pu nous développer. Nous devons travailler à mobiliser des investisseurs sur notre sol. Et une fois de plus, comme je l'ai dit, vous ne pouvez mobiliser des investisseurs sur votre sol que si vous créez les conditions favorables à la mobilisation de ces investisseurs-là, notamment à travers le système de gouvernance. Et les indicateurs sont là pour montrer que l'Afrique recueille difficilement, en fait, des investissements directs étrangers en Afrique pour la bonne et simple raison que les investisseurs ont peur d'investir en Afrique parce qu'il y a trop de risques. Il y a trop de risques, il y a trop d'insécurité et le système de gouvernance n'est pas performant et n'est pas rassurant. C'est pourquoi il faut travailler à rassurer les investisseurs en mettant en place un système de justice indépendante, une justice indépendante, en mettant en place un système de gouvernance irréprochable qui permette aux uns aux autres d'être sûrs que s'ils viennent investir dans ce continent-là, ils vont pouvoir opérer tranquillement. Voilà. Oui, mais à sa création, au moins, du choix était pris comme stratégique pour booster le développement. Quand on vous demande de faire le bilan aujourd'hui, quelle est votre lecture sur le sujet? Bon, disons que, par exemple, si nous prenons le cas du développement des TIC, les technologies de l'information et de la communication, qui était un projet phare, le MAEP a œuvré, par exemple, à l'installation du câble sous-marin autour de l'Afrique pour permettre l'accès à Internet à haut débit. Et à partir de ce câble... Ça, on appelle fibre optique. Oui, la fibre optique. Et en accédant, en installant ce câble-là, des pays de l'intérieur comme les nôtres ont pu être connectés à ce câble-là et ça nous permet aujourd'hui d'avoir un accès à Internet à haut débit. Et ça, c'est une prouesse
qui a été réalisé. C'est vrai qu'il faut poursuivre parce que l'accès à Internet à haut débit, il y a des faisceaux qu'ils sont en train de mettre en place qui permettraient de quadriller l'ensemble du continent. Ça, c'est un exemple que l'on peut citer comme un élément de réussite. Par rapport à l'agriculture, pour développer l'agriculture, le programme spécial du développement de l'agriculture en Afrique du NEPAD a recommandé aux différents États de consacrer au minimum 11% de leur budget à l'investissement dans le secteur agricole pour permettre aux différents pays d'améliorer leur production agricole. Et nous nous rendons compte que les pays qui se sont inscrits dans cette dynamique ont réalisé des progrès, y compris le Burkina Faso, en matière de production agricole. Bon, il reste entendu que l'Afrique fait face à des problèmes alimentaires liés à une crise mondialisée, mais aussi liés à des perturbations climatiques qui ne sont pas forcément dépendantes de la volonté de l'Afrique. Bien sûr que les efforts continuent d'être menés. Pour terminer notre émission, je vous pose la question suivante. Faut-il croire ou non au NEPAD face aux enjeux que nous voyons présentement en Afrique? Je dis que pour moi, croire au NEPAD ou pas, ce n'est pas la question fondamentale. Oui. Il faut que les Africains croient en eux-mêmes. Parce que le problème ici, c'est la capacité des Africains à prendre en main leur destin. Si les Africains ne croient pas en eux-mêmes, quels que soient les programmes et les projets qui seront mis en place, ça ne produira aucun résultat. Et donc, le plus important, c'est que les Africains croient en eux-mêmes, qu'ils sachent qu'ils ont la capacité, qu'ils ont des ressources, et qu'avec cette capacité, ils doivent pouvoir s'organiser pour transformer ces ressources en richesses et leur permettre de réaliser leurs ambitions en matière de développement. Si les Africains restent dans une position attentiste, dans une position fataliste, bien évidemment, quels que soient les projets et programmes, nous n'allons jamais décoller. Et ce décollage que nous appelons tous de notre vœu doit être le résultat ou le fruit du travail de tous les Africains. Il faut comprendre qu'aucune nation n'a pu se développer sans le sacrifice individuel dans une démarche d'effort collectif. Le sacrifice individuel, il est important, l'effort collectif est important, et c'est la combinaison des deux qui peut permettre à l'Afrique de réaliser ses ambitions en matière de développement. Si nous restons dans une logique de dépendance qui fait que nous ne voulons pas nous sacrifier, nous ne voulons pas prendre nos responsabilités, 1001 programmes seront élaborés, ça ne produira aucun résultat. Merci, monsieur le secrétaire permanent du MAEP. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que vous reviendrez une autre fois pour terminer le sujet. Nous rappelons que nous recevions le secrétaire permanent du MAEP, Burkina, monsieur Jean-Baptiste Natama. Encore merci, fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois avec un nouveau numéro. En attendant, que Dieu vous bénisse et bénisse notamment notre invité. Amen. Et merci à vous. Merci. Et merci, chers téléspectateurs. Merci.